À l'occasion des élections municipales, Itinéraire Bis reprend la route à la découverte de villes mal connues et vous propose un tour de France inattendu. Dans cette émission, étape à Saint-Étienne. Si les grandes usines ont fermé, le tissu de PME reste l'un des plus denses de France. Loin de la grisaille passée, les Stéphanois ont misé sur le développement du design, un pari osé dans une ancienne ville ouvrière. Mais pour commencer cette émission, rencontre avec notre grand témoin. Ici, on appelle ce Stéphanois d'adoption l'Ange Vert. Une légende de l'AS Saint-Étienne, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Dominique Rocheteau. En moins de 9 mois et à 20 ans, Dominique Rocheteau est devenu une vedette à part entière de l'équipe. Il peut, sur un de ses débordements, faire basculer un match et son absence en Coupe d'Europe aurait été un lourd handicap pour les champions de France. Pourvu que les muscles de Rocheteau tiennent bien demain soir. C'est sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne qu'il a remporté ses plus grands titres, 3 championnats de France, une Coupe de France, une finale historique de Ligue des Champions en 1976. Dominique Rocheteau, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir ici. Ça vous fait toujours quelque chose de fouler cette pelouse ? Oui, bien sûr, mais autant la pelouse, c'est la même à peu près, autant le stade, il a changé. Alors, vous êtes arrivé ici, vous aviez à peine 16 ans, vous veniez du bord de mer, et là, c'est le choc, un peu, non ? Ouais, le choc. Moi, je suis venu aussi pour jouer au foot, quand même. Donc, jouer au foot à Saint-Étienne, c'était quand même sympa, parce que c'était un grand club. Il y avait 2 grands clubs à l'époque. D'ailleurs, j'avais hésité entre Nantes et Saint-Étienne, parce que Nantes, c'est un peu plus près de chez moi. Et j'ai pas regretté d'être venu à Saint-Étienne, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé dans cette ville ? La ville et puis le club, le public, tout, quoi, la convivialité, la sympathie des gens, c'est ce qui m'a vraiment marqué tout de suite. Quand je dis convivialité, quand on arrive, on a 16 ans, il n'y a pas le centre de formation, on est un peu libre à nous-mêmes. J'étais dans un appartement avec 2 ou 3 autres jeunes joueurs. Et puis, ben voilà, il y avait les gens nous aidaient, on était des footballeurs, donc ça a aidé, mais tout de suite super bien accueillis, quoi. Et puis une ville dure quand même, dure. Quand j'arrive, je crois qu'il n'y a plus de mineurs, ils ne semblent pas, enfin les mines sont arrêtées. Mais voilà, c'est une ville de mines, quoi, c'est une ville noire. Vous avez un lieu que vous avez souhaité nous faire découvrir à Saint-Étienne. Je vous propose qu'on y aille ensemble. Et avant, est-ce que vous accepteriez, pour le souvenir, une petite passe avec un ballon qu'on a emmené? Allez-y tranquille, hein, parce que je suis... Je veux dire un pénalty. Mais gentil alors. Gentil. Aïe. Bravo. Merci Dominique. On y va, on va découvrir ce lieu. D'accord. C'est parti. Allez. Donc là, on a une petite caméra qui nous filme. Et encore le micro en route. Et puis... Qu'est-ce qui se passe? Oh pardon, je ne l'ai pas vu arriver, je suis désolée. Dominique, quand vous étiez joueur, vous en profitiez comment de cette ville? Non, comment j'en profitais? J'aimais la musique, j'aimais le cinéma. Bon, de temps en temps, il m'arrivait aussi d'aller à Lyon voir des concerts parce que les gros concerts, les groupes, c'était à Lyon. Maintenant, c'est différent parce que... L'éternelle concurrente, vous aviez le droit de mettre les pieds à Lyon? Ouais, c'était pas comme maintenant. C'est vrai? Non, c'était pas comme maintenant. Je trouve un peu dommage ce qui se passe au niveau des supporters. Lyon et Saint-Étienne, Au niveau des supporters, surtout. Un peu de pas violence. tous les supporters, mais il y a de la violence, il y a des règlements de compte. Enfin bon, je trouve ça dommage, quoi. C'est tout droit? Oui, alors ici, c'est bientôt. C'est là, juste à gauche, là. C'est le bâtiment rouge. D'accord. Oh. Voilà Dominique, je vous suis.
Ouais. Le Fil. Donc, le Fil. C'est quoi cette salle? C'est un club de musique, avec il y a des concerts assez réguliers, une bonne programmation, je crois. J'ai envie de vous envoyer dessus, de hurler dans la rue, de vous frapper, de vous terroriser, de me prendre pour un rappeur et de vous faire vraiment peur. Je suis pas une putain d'équipe, je chie sur mon tatami. Me regarde pas sinon je te mords, me parle pas sinon t'es mort. J'ai les nerfs, j'ai l'estomac à l'envers, j'ai les glandes, j'ai les crottes de nez qui parlent. On s'installe là? Oui. Sur scène. Sur scène, exactement. Je vous propose un concert. Pourquoi avoir eu envie de nous amener ici pour nous faire découvrir ce lieu? Parce que c'est un lieu de musique, un lieu dont on parle beaucoup à Saint-Étienne. J'ai un petit peu des regrets parce que j'aurais bien aimé, à mon époque, dans les années 70, quand je jouais, j'aimais beaucoup la musique. Je l'aime toujours, mais j'aimais beaucoup la musique. Et c'est vrai que pour aller voir des concerts, il fallait se déplacer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concerts à Saint-Étienne. Je vais peut-être revenir ici quand j'aurai un peu de temps pour jouer. Non, certainement pas. Pour jouer, non. Pourtant, si ça... Ah bah moi c'est mon rêve. C'était mon rêve parce que bon, faut être conscient, faut être réaliste. Hein. Et c'est vrai que autant j'adorais faire une carrière de footballeur, mais mon rêve ça aurait été de monter sur scène et puis jouer de la musique, bien sûr. Vous l'avez vu évoluer, cette ville de Saint-Étienne? Bah oui, c'est une ville qui se modernise, heureusement, par rapport à ce que j'avais trouvé à l'âge de 16 ans, c'est sûr. Mais bon, je sais pas, la cité du design, toute la manufacture qui a été complètement refaite. Et voilà, enfin, il y a pas mal de lieux comme ça. Pour moi, c'est ce qui est important, c'est pas la ville en elle-même, c'est les gens. Merci beaucoup, Dominique Rocheteau. Avant de se quitter, si ça vous dérange pas, pour le souvenir, dans l'émission, on prend tout le monde en photo. Pas de problème. Je fais le point, c'est mieux. Et le sourire, c'est parfait. Il est habitué à poser. C'est difficile de garder le sourire pendant une minute. C'est pas facile. Vous avez fait des séances de photos plus longues, je suis sûre. Plus de culture mais moins d'industrie. Les mines, Manu France, la manufacture d'armes fermée en 2001. Le rapide déclin de l'industrie a frappé ici plutôt qu'ailleurs. Aujourd'hui, cette ville de 170 000 habitants où le taux de chômage frôle les 16% se cherche un avenir dans le design. Si on ne fabrique plus de vélos, plus de textiles, plus d'armements, 350 étudiants inventent et dessinent les objets du futur dans cette école du design. Si on tend l'oreille, on entend encore le bruit des machines, mais depuis 2001, ici, on ne fabrique plus d'armes, mais des objets futuristes, un musée, une école. Nous sommes en plein cœur de la Cité du Design. Yann Fabès, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez cet établissement, un ancien site d'armement qui se transforme en école. C'est ce qui s'appelle une très belle reconversion. Oui, absolument, oui. Enfin, c'est non seulement une école, aujourd'hui une école d'art et design, mais c'est aussi une cité du design et c'est aussi des quartiers en friche encore pour l'instant qui à terme doivent se développer et créer un ensemble de ce qu'on appelle un quartier créatif. Alors cette école, elle s'est implantée ici, mais elle existait déjà avant, depuis 1803. Oui, absolument, parce qu'au départ de sa création, l'école était formée exclusivement des dessinateurs ou des graveurs qui avaient pour vocation de s'insérer dans le monde industriel. C'est une ville qui a été industrielle au XIXe siècle et qui s'est développée sur l'industrie. Et l'école va ensuite créer la Biennale internationale du design. C'est un de mes prédécesseurs, Jacques Bonaval, qui a créé cet événement majeur en 1998, dans une ville qui était en pleine reconversion et en utilisant aussi un modèle qui était très connu, qui était un modèle de ville créative, comme on peut le trouver par exemple à Bilbao, en Espagne, ou à d'autres endroits. Orienté de toute façon, ou positionner plutôt l'école, qui est une école d'art au départ, sur la thématique du design. Cette ville de Saint-Étienne, c'était la ville des armes, du cycle, des rubans. Le design, il peut tout remplacer? Non. Il faut faire attention, je crois, à ces croyances qui font que dans les périodes de crise, notamment, le design ou l'innovation ou la créativité sont des vecteurs de développement absolu. Il faut relativiser tout ça. Néanmoins, on se rend compte qu'aujourd'hui, les industries, les entreprises ont réussi un certain nombre de reconversions parfois de manière assez étonnante grâce aussi à des fonctions liées au design ou à l'innovation. Alors Yann, nous sommes dans un des ateliers de votre école. Je vous propose qu'on aille ensemble faire un petit tour pour découvrir les autres qui sont juste à côté. Bien. On est parti? Parfait. Allez. Parce qu'il y a combien d'étudiants en tout? 350. Il y a du monde qui travaille. Il y a du monde qui travaille.
Là ici, les étudiants travaillent plutôt sur la production de céramique, de modèles en céramique ou du thermoformage. Okay, tu pourrais juste me donner un petit coup de soufflette vite dessus là, ça va le refroidir. Il faut que vous réimaginez une cuisine, un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, en fonction de 2050 et de Le Corbusier. On est en plein cours, ça me rappelle la fac et je vais tout de suite à la rencontre de plusieurs étudiants. Bonjour, Léa, Anne-Cynthia et Adil. Merci de nous accorder quelques minutes. C'est quoi l'objectif de cet atelier? C'est un atelier prospectif sur comment on habitera en 2050. Le modèle de Le Corbusier ici, c'est le site de Firminy. J'imagine que vous y êtes allés tous ensemble? Oui, tout à fait. En fait, pour la première séance de l'atelier, on s'est tous déplacés à l'unité d'habitation de Firminy pour vraiment s'imprégner du lieu et s'imprégner d'une certaine manière de la philosophie de Le Corbusier. Ça représente quoi, ce lieu de Firminy? Le Corbusier s'attachait beaucoup à penser à la mutualisation des appartements, etc. L'idée aussi de reconstruire une société dans laquelle la culture, l'art, le design, l'architecture en fait aura un impact réel et non plus n'aurait plus forcément que le rôle décoratif. Voilà, donc repenser ces pratiques-là comme ayant un rôle politique et social, c'est aussi ça. Vous êtes chacun dans une année différente de cette école de design. À quel métier vous vous formez? C'est très très large, ça touche à la fois l'industriel, à la fois l'espace, à la fois l'objet plus de galerie, à la fois l'art. Pour ma part, moi, il y a plein de choses qui m'attirent et on verra vers où je vais aller à la fin en fait, qui va me prendre, ce qui va me plaire en fonction des stages. Par exemple, on ne va pas dessiner tous les ustensiles, c'est pas possible. Donc, on supprime ustensiles. Okay. Ouais. Allez, c'est parti. Le bouton, la porte qui est lourde. Ouais. Hop, c'est bon. Alors, cette école, votre école, elle est implantée ici, dans la Cité du Design, une ancienne manufacture d'armes à Saint-Étienne. Et c'est une ville que vous avez découverte puisque vous venez d'où, tous les trois? Moi, je viens de Valenciennes. Seine-Saint-Denis. Et de Lyon. Vous aviez quelle image de cette ville avant d'arriver ici? Ça vous faisait rêver? Absolument pas. Je ne connaissais même pas, hein, juste de nom, c'est tout. Pareil, vraiment. Autant dire que je suis de Lyon, autant dire que Saint-Étienne, c'est pas la ville qu'on préfère ici. Vous aviez quoi comme image de cette ville? C'était quoi pour vous? Sombre. Moi, j'en avais même pas. J'étais vraiment. En fait, dans le préjugé le plus fort, c'est vraiment une ville sinistrée, quoi. Ça fait maintenant quelques années que vous êtes ici. Cette image, elle a changé? Ouais. Ah, complètement. Ouais, complètement. Moi, j'ai fait mes premières années ici en 2008. Ça a énormément changé déjà juste depuis 2008 et voilà. Qu'est-ce que vous appréciez ici? La campagne autour, c'est assez joli. En moins de 5 minutes, on peut sortir et se retrouver rapidement au Pilat. Enfin là, il y a de belles choses. Le contact avec les gens est aussi plus intéressant. On peut plus facilement avoir accès à des entreprises qu'ailleurs. Les gens sont plus simples, on va dire. En 2014, il y a des élections municipales. Vous vous sentez concerné? Moi, personnellement, ouais. Moi, non. Je pense que c'est plus la population qui fait changer les choses, c'est pas la politique. C'est nous qui faisons changer les choses. C'est des actions comme le covoiturage. Ce sont des initiatives individuelles. Chacun prend son pouvoir politique, disons. Et là, par contre, ça fonctionne beaucoup plus que si on votait. Et... on n'attend plus, en fait. C'est en ça que je crois. En chaque individu, finalement. Petite photo. Pour le souvenir, je vous laisse vous mettre tous les trois. La pose design. C'est ça la pose design. Ambitieux, quoi. Photo. Exprimez votre ambition sur cette photo. C'est ça, un regard sombre. Magnifique. Hein. Nous sommes à quelques kilomètres de Saint-Étienne, à Firminy. C'est ici que Le Corbusier a conçu un ensemble unique au monde, une utopie architecturale qui rassemble dans un même lieu une église, un stade, une piscine, une maison de la culture, mais pas d'usine. En 20 ans, la région Rhône-Alpes a perdu 140 000 emplois, mais les PME font de la résistance. Il y a les usines qui ferment et les autres. Rencontre avec un patron haut en couleur. Frédéric Champavert a relocalisé une partie de la production de ses outils en France. Un caractère en acier trempé.
à molette, tournevis, marteau. Ici, on fabrique de l'outillage made in France. Frédéric Champavert, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci de nous accueillir au cœur de votre entreprise, celle que vous dirigez, une entreprise qui est presque centenaire. Absolument. Sam Outillage a été créé au sortir de la Première Guerre mondiale par mon arrière-grand-père qui avait créé Forge Stéphanoise en 1906 et qui, au cours de la Première Guerre mondiale, a vu l'armée américaine utiliser des outils à main forgés de très bonne qualité. Et comme il avait créé une entreprise de forge et d'estampage, il s'est dit, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est ce qu'il faut que je fasse sur une de mes forges. Et en clin d'œil à l'armée américaine qui lui avait donné l'idée de faire ça, il l'a appelé Sam, comme l'oncle Sam. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Eh bien, nous nous focalisons sur les clients professionnels. Nous fabriquons des outils de qualité, garantie à vie d'ailleurs. Notre arrière-grand-oncle avait inventé le concept de la garantie à vie. Alors Frédéric, je vous ai ramené des clés que j'ai trouvées dans le commerce, des clés premier prix. Quelle horreur! 6 €. Ah oui. Voilà. C'est quoi la différence avec ce que vous proposez? J'ose même pas qualifier ce qui n'est même pas un outil. Ça se tord comme rien. Hein. Peut-être que vous êtes très fort aussi. À la main, je la tords. C'est trop épais. Nous, nos clés sont beaucoup plus fines, permettent d'accéder à des endroits plus délicats pour les professionnels. Sans parler des capacités techniques, nous, nos clés, le prix d'une clé, c'est plus que la totalité de ça. Tout simplement, ne vous avisez pas à demander à un professionnel d'utiliser ça. Ça, vous voyez, c'est juste bon à mettre là. On jette. On jette, on jette. Ouais. Alors, pour aller voir la qualité du travail qui est fait ici, je vous propose qu'on aille faire un tour ensemble. C'est parti? Avec plaisir. Ça, c'est là où ils coudent. Ça c'est marrant à voir. Ah, oui, ça. Voilà. Comment se fait la clé à pipe? Frédéric, vous dirigez cette entreprise, 220 salariés. Elle représente quoi pour vous, cette entreprise, personnellement? Alors, quelque part, bien évidemment, cette entreprise, je l'ai dans les gènes, hein, puisque... C'est la famille. C'est la famille, exactement. C'est une entreprise que je dirige avec mon cousin, qui est directeur général. Lui a 20 ans d'expérience dans cette entreprise, moi 2 seulement, mais j'en suis administrateur depuis 20 ans. Et puis, je marchais dans ses ateliers avec mon grand-père, je lui courais derrière quand j'avais 6 ans. Ce qui est très amusant, c'est que j'y ai retrouvé depuis 2 ans les mêmes odeurs qui hantaient mon nez depuis mon enfance. Ça reste. Ça reste. Martial fabrique ses cliquets, totalement forgés ici à Saint-Étienne. Bonjour Martial, enchanté. À vous. Julie. Voilà, on a fait connaissance. Donc Martial, ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette entreprise? Ça fait 35 ans. 35 ans chez Sam Outillage. Ouais. Vous êtes venu ici pour trouver du travail. Aujourd'hui, il y en a toujours autant, vous pensez? Bah, c'est plus la même, disons qu'avant dans le temps, on avait mieux des commandes plus longues, que maintenant c'est quasi à la demande. On sent que l'activité, elle s'est réduite? Réduite, oui. On a peur parfois pour son emploi? Oh, pas trop. Pas trop? Pas trop, Lui, il n'a pas de risque. Ah, lui, il est sur un poste spécifique, donc il a moins de risques que d'autres. Oui. Ah, ouais. Vous ne serez pas le premier à sauter si le carnet de commande... ça, c'est pas. Tant pis, on verra. Hein. Bon, bah, en tout cas, on vous laisse travailler. Non, merci Martial, bonne continuation à vous. Vous aussi. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Merci. Voilà Frédéric, nous voici dans le showroom de Sam Outillage, c'est ça? L'endroit où vous faites des démonstrations pour vos clients? On reçoit nos clients, nos matériel. commerciaux, effectivement. Cette servante, elle fait partie des produits que vous avez décidé de relocaliser cette année et que vous avez présenté à Arnaud Montebourg, c'est ça, lors de sa visite? Oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle est bleu-blanc-rouge. Hein. Nous l'avons faite spécialement pour la visite du ministre. L'idée de la relocalisation provient du fait que, clairement, d'un point de vue du coût du transport de ces meubles que nous avions délocalisés il y a plusieurs années en Chine, hein, pour être tout à fait transparent, nous nous sommes rendus compte que le coût du transport, rien que le coût du transport de ces meubles était très important parce que nous transportons du vide. La différence de coût du transport et du stockage justifiait de le faire en France. Alors, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Nous nous sommes également rendus compte que la nécessité d'innovation que nous devons mettre autour de ce type de produit, qui au demeurant est notre première ligne de facturation, donc c'est très important, eh bien les clients nous demandent de plus en plus des innovations bien spécifiques que nous n'avions pas
envie de partager avec nos partenaires chinois. Est-ce que vous croyez à la réindustrialisation de la France ? Sincèrement, je crois que la réindustrialisation, c'est beaucoup trop tard. Ce que nous pouvons essayer d'enrayer, c'est justement la désindustrialisation, qu'au moins les usines qui sont là restent, mais il ne faut pas rêver. On ne réindustrialisera pas, on n'aura plus ces grandes usines avec des rendements, etc. Non, on va conserver des savoir-faire spécifiques, et c'est bien ce sur quoi nous travaillons. Frédéric, merci beaucoup. Avant de se quitter, je vais vous demander un petit service, une photo. Alors, je vais m'installer forcément devant notre dernière innovation. Alors, James Bond, c'est plutôt comme ça. Comment ça s'appelle? Avec le PEA. Le PEA. Magnifique, c'est classe. On a maintenant rendez-vous avec les habitants du Pilat, le parc naturel régional. Certains d'entre eux travaillent à Saint-Étienne. Un petit groupe s'est organisé pour préserver ces conditions de vie. Paysages de montagne, larges prairies, les Stéphanois ont de la chance. Une partie de leur commune est située sur un parc naturel, le parc du Pilat. 50 000 personnes y habitent, mais peu y travaillent. Comment concilier maison à la campagne et éloignement professionnel en respectant la nature? Certains ont leur idée. Si, comme moi, vous vous aventurez dans le parc du Pilat, vous aurez besoin d'une voiture, à moins que vous ne fassiez le choix d'un vélo prêté par l'association Pilatitude. Robert Corvézier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de cette association. Vous vivez depuis combien de temps ici? Je vis ici depuis presque 13 ans. D'accord. Maintenant. Une partie de ce parc régional se trouve sur la commune de Saint-Étienne. C'est un espace naturel auquel vous tenez particulièrement? Oui, c'est pour ça qu'on y habite. C'est quelque chose, on aime la nature, cette nature-là, et elle est préservée. Et c'est pour ça qu'on essaye d'y vivre malgré tout, en sachant qu'on ne peut pas travailler sur ce secteur-là actuellement. Alors nous sommes juste à côté d'une ancienne gare désaffectée, à la place des rails. Une route, ça veut dire que la voiture a gagné ici? Non, ça ne veut pas dire que la voiture a gagné, ça veut dire que le train a perdu, parce que c'est en fait, la route est arrivée après, c'est que le service train n'a plus existé, donc c'est une notion de problème de service au public, mais depuis les années 50, hein, donc ça fait très longtemps que la voie ferrée n'existe plus sur la commune, et donc cette ligne a servi, s'est adaptée et a été goudronnée pour l'usage de la voiture. Il y a un désengagement des services publics ici? Oui, il y a un désengagement des services publics sur ce territoire. On le voit au niveau, par exemple, nous, sur la commune de La Poste, où La Poste est maintenant gérée par la commune. On n'a quasiment plus de permanence ici, donc il faut descendre soit sur le chef-lieu de canton, soit carrément pour des chercheurs d'emploi, par exemple, c'est Annonay ou Saint-Étienne. Donc il y a un vrai souci, et entre autres, ça veut dire que ça engendre le problème du déplacement, puisqu'il faut quand même y aller, et chaque fois qu'on veut aller à Pôle emploi, si on recherche un travail, il faut faire minimum 20-25 km. Donc c'est une vraie problématique pour les gens du territoire, oui. Et pour se déplacer, du coup, il n'y a plus que la voiture. C'est pour ça que votre association, Pilatitude, a mis en place des vélos électriques, un prêt de vélos électriques, oui, et un atelier pour réparer les vélos. Je vous propose qu'on aille voir cet atelier ensemble. Allez, on y va, c'est parti. Je vous suis avec nos vélos électriques. Avec nos vélos électriques. Parfait. Ouh, ah oui, ça part vite. Ah, c'est impressionnant. On est sur un territoire qui n'est pas plat, hein, donc l'intérêt il est là du vélo électrique, c'est qu'on peut se déplacer au quotidien, habillé normalement, arriver en réunion ou au travail sans être transpireux. Et voilà. Et voilà, nous arrivons. L'atelier et tous ces vélos. Parfait, je le mets là. Bon. Julie, enchantée. Bon, vous avez besoin d'un coup de main ou pas, les enfants, là? Robert, c'est ici, dans cet atelier, que vous réparez des vélos, que vous accueillez des gens. Des gens, des bénévoles, des gens de la commune qui veulent venir entretenir leur vélo. Et là, on a un exemple d'un vélo qui est en train d'être remis à niveau. Ça travaille. Bonjour, Julie. Bonjour, Caroline. Enchantée. Vous travaillez sur un petit vélo, là? Oui, c'est ça. C'est un vélo pour enfants qui nous a été donné, apporté un peu cassé. Donc nous, on regarde ce qui fonctionne pas et puis on essaie de trouver des solutions
et pour après le donner à un autre enfant. Et le réutiliser. Voilà. Robert, Caroline, c'est difficile d'impliquer les gens ici dans deux roues? Non, c'est pas compliqué parce qu'ils ont l'habitude du 2 roues plus pour du loisir. Par contre, prendre le 2 roues pour un déplacement plus quotidien, régulier, c'est là où effectivement la démarche est un peu plus longue et il faut expliquer que le vélo peut servir dans ce genre de situation. Et ici, vous réparez des vélos et vous proposez également des vélos électriques. Oui, tout à fait. On a un petit parc de 4 vélos électriques qui est à disposition donc, des adhérents. Et notre objectif, il est de permettre aux gens de tester avant d'acheter un vélo qui coûte cher. Hein. Un vélo électrique, c'est plus de 1 000 € en général, de moyenne. Donc on ne fait pas un achat comme ça sur un coup de tête. Donc d'abord, on les prête gratuitement à nos adhérents pour qu'ils puissent tenter l'affaire. Et ça peut être l'occasion du coup d'un achat futur. Et en plus de ça, on fait des achats groupés, ce qui permet d'avoir des coûts plus intéressants. Avec l'appui du parc du Pilat, il y a aussi l'autopartage, c'est ça, Caroline? Ça consiste en quoi? Une voiture en autopartage a été installée très récemment. Donc c'est vraiment innovant parce qu'il y a peu de voitures en autopartage en zone rurale. Vous militez aujourd'hui pour l'écologie, pour ce territoire. Qu'est-ce que vous attendez des politiques, Caroline? Il faut absolument que nos enfants ils puissent vivre encore en milieu rural, trouver de l'activité, travailler dans ces territoires. C'est indispensable. On ne peut pas tous vivre en ville. Merci à vous, pourvu que le vélo continue à se développer. Et c'est une petite tradition dans cette émission. Je vais vous demander une photo avant de se quitter, avec tous les bénévoles, bien sûr. Vous nous rejoignez, vous quittez vos réparations. Allez. On se resserre un peu. Voilà, parfait. Et c'est moi qui suis dans la photo. Ça, c'est bon. Là, c'est pour du off. Les vélos, on y croit. Surtout qu'il est jaune et vert, c'est les bonnes couleurs là, jaune et vert. Hein. Si l'équipe de Saint-Étienne pouvait venir à l'atelier vélo, on serait ravis. On ne pouvait pas terminer cette émission sans vous montrer cet autre visage de Saint-Étienne. Je vous quitte sur ces images des mines d'un passé pas si lointain dont les Stéphanois restent fiers. J'espère que cette émission vous aura donné envie de découvrir cette ville en pleine métamorphose.